Thank you very much, dear Excellencies, participants, all protocol observed. My duty today is to entertain you with a team of panelists that I'm going to be calling in a few seconds. We're starting slightly late, but the topic of our session today is a very important one. We said since yesterday that we're on a continent that is approximately 1.3 or 1.5 billion people, a continent that is growing at approximately 2.5%, which is the fastest growing continent, a continent with the youngest population, with an average of 19 years old, a continent where the challenges are growing in scale, a continent where the challenges are growing with a high velocity, a continent where these challenges are growing with a high level of sophistication. So these are the three challenges that we have to match in terms of the response. And obviously, ports are a very important part of the response. Port cities are a very important part of the response, how we structure the relationship between the host city and the port. And we are also at a very important juncture of international development. I don't want to go too deep into that, but just to say that we have to consider an African perspective in addressing these challenges that we are talking about. We want to interrogate the relationship between port cities across the continent. We will look at the Atlantic port issue. We'll look at the marine ecosystems. We'll look at how ports are helping to address the unemployment of the youth. We're going to look at technology, and especially artificial intelligence, how artificial intelligence help bridge the issue of connectivity, not only in terms of the economy, market connectivity, but connectivity between the different ports and the cities. We look at governance issues. What are the relationships between the port and its host cities to the effect that it can help match or deliver on the challenges that we're talking about. So I will, without further delay, call upon my panelists. There are a few of them, very eminent panelists, so I hope we have a full panel today. We'll be navigating all the issues that I'm talking about with the different contributors, starting with two eminent personalities, and I hope they are here. Mr. Abdesamad Kayou, who's the Minister of Transport and Logistics of the Kingdom of Morocco. His Excellency, or a representation of himself, I do not know whether it is. Okay, donc je vais prendre ça. Okay, once again, I will ask for your indulgence. There's a slight change in the configuration of the panel, given the few challenges that we had in mobilizing some of the eminent personalities. But I will start with Mr. Amadou Kone, who is the mayor of the municipality of Bouaké in Ivory Coast, and concomitantly Minister of Transport and President of the National Association of Municipalities in Ivory Coast. Excellency, is he part of the panel? I do not know, maybe we can check. Okay, let's continue with the other panelists first.
We have Madame Nisrine Youzi, directrice du port de Dakhla, Maroc. Madame, s'il vous plaît. Prenez place. Voilà. Okay, let's give her a big clap. So I would like to call upon Mr. Traoré Kassoum, Directeur du port autonome d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Is he with us, Excellency? Probably still trying to find the room where we are located. But let me continue with Mr. Jean-Marie Kofi, who is the Secretary General of the Association of Ports in West Africa, and et aussi directeur, secrétaire général du centre AGPAOC, Association internationale des villes et ports. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Traoré Kassoum? So maybe my team can help mobilize some of the speakers, the panelists, so that they can join us. Then I will continue with Madame Emiriana Sacco, Maire de Durres, Albanie. Is she around? So not probably still coming. Then we have Mr. Hadjouji Rachid, Directeur du port de Tanger et Région. Not too sure if my panelists have found the right room, but yeah. Then we have His Excellency, the Governor, Mr. Abdul Rahman Abdul Razak, President of the Forum of African Regions. Your Excellency. Let's give him, please, a big clap. The room is too quiet. Okay, then we have Madame Alejandro Gracia Fernandez, who is the CEO of CELAP Cybersecurity and Artificial Intelligence. You have her in the room? Also, not yet. Et puis, nous avons M. Jean-Charles Lardic, qui est expert international auprès des organismes de normalisation pour un développement durable et en même temps ex-directeur de la prospective de la ville de Marseille. Bienvenue, welcome. Okay, ladies and gentlemen, I would like to call upon another two panelists, starting with Amir, who is the director of the Port of Tangier. Monsieur Amir, s'il vous plaît. Bienvenue. Let's give him a big hand. Welcome. Then we calling upon Mr. Hatat, qui est le président de la région de Dakhla. Bienvenue. Alors, voilà la première introduction que j'ai faite, les enjeux de la thématique qui nous réunit ici, la thématique des écosystèmes port-ville. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter en termes de structuration de ces services, en termes de structuration de l'écosystème port-ville, dans un contexte de multilatéralisme territorial. Nous avons dit depuis hier que le monde de l'après-guerre, qui était un monde multilatéral,
qui était basé sur des valeurs, qui était basé sur le dialogue, les interconnexions, les normes. C'est un monde qui est sous menace et on voit la multipolarité. Nous voyons également beaucoup de valeurs qui sont sous pression. Et au plan économique, il y a des arrangements bilatéraux qui se nouent et parfois pas dans le respect de certaines choses. Mais en Afrique, nous avons de plus en plus besoin de voir qu'est-ce que les ports et la configuration port-ville peut apporter dans cet écosystème en utilisant l'intelligence artificielle comme un facteur de performance pour que notre continent soit en mesure d'adresser les différents défis qui s'adressent à lui. Alors, je voudrais peut-être commencer avec Madame Nisrine Youzi. Vous êtes la directrice du port d'Dakhla. Et est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que le futur port de Dakhla, j'ai eu le plaisir de visiter Dakhla il y a quelques mois. J'ai vu ce qui se trame, j'ai vu une ville prête. Et on aimerait savoir comment est-ce que le futur port de Dakhla, donc, dans sa configuration actuelle, comment est-ce qu'il peut entrer dans cette logique territoriale et urbaine, c'est-à-dire de port-ville. Et comment est-ce que vous avez prévu cela, c'est-à-dire l'articulation entre le port atlantique, et la ville de Dakhla. Vous pouvez nous donner quelques mots là-dessus. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et aussi d'intégrer le port Dakhla Atlantique dans le cadre de cette discussion universelle, puisque le sujet des ports et l'intégration des ports dans les villes, aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne tout le monde, que ce soit sur un impact social local au niveau des communautés ou que ce soit à l'échelle internationale en connectant les ports à travers le monde. Alors, parlons du port Dakhla Atlantique. Le port Dakhla Atlantique, c'est un projet d'infrastructure portuaire, dans un premier temps. L'objectif principal, c'est un écosystème logistique et industriel tout autour d'une région. Vous savez très bien aujourd'hui que dans le cadre de la réalisation des ports ou dans la réalisation des aménagements côtiers, le premier sujet en question, c'est de faire vivre cette ville. C'est de connecter la terre à la mer à travers une infrastructure qui est dans la capacité de drainer de la marchandise, de drainer également de la connexion à travers l'étranger et également de connecter la terre à la mer. Donc le port lui-même, c'est un passage, c'est un gateway. Et le port Dakhla Atlantique a été conçu dans cette vision, dans le cadre de la vision royale pour la façade atlantique et également aussi la vision royale pour les pays du Sahel aussi, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une dynamique africaine. Dans le cadre de cette dynamique africaine, par rapport à la création d'un espace de communion, par rapport à la création d'un espace où on va réaliser des activités, l'impact sur la ville devient un élément très évident. Alors, pour expliquer cette évidence par rapport à l'impact d'un port par rapport à la ville, je laisse mes collègues par la suite, ils vont probablement parler des aspects qui sont liés à l'aménagement futur de la région de Dakhla, à la réalisation du port Dakhla Atlantique, puisque le port il fait partie du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, qui c'est un modèle, une contractualisation en fait entre l'État et la région. Et j'ai l'immense plaisir et honneur aussi d'aborder ce sujet-là avec Monsieur le Président de la région de Dakhla, puisque c'est un projet qui se connecte avec la ville et qui se connecte avec le futur de toute une région. Alors le futur de toute une région va s'inscrire dans le cadre de la création de la valeur, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un impact socio-économique fort, et le plus important dans tout cela, de réaliser une infrastructure qui va connecter tous ces espaces-là. Vous êtes sans savoir que plus de 98%, au moins au Maroc, étranger, à une échelle mondiale, c'est 97% de trafic mondial à travers les ports. Et donc, pour créer cette valeur-là, il faut bien avoir un gateway. Alors, pour présenter le port de Dakhla Atlantique très rapidement, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030 du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Donc, dans ce cadre-là, on a réalisé un certain nombre de projets qui sont l'axe stratégique. On a eu 3 axes stratégiques, dont le premier axe stratégique, c'est la construction des nouveaux ports, les ports nouvelle génération. Et donc, c'est une évidence aujourd'hui de parler des nouvelles générations et de parler de l'IA, puisque c'est des projets qui vont être réalisés dans le cadre de leur contexte, un contexte de transition digitale ou du digital à 100%, et aussi un contexte de durabilité et de sécurité des côtes. Donc, c'est les axes un peu importants par rapport à cela.
Et au niveau de la stratégie, rajoutant les 2 axes secondaires également, qui ne sont pas des moindres, c'est le développement des ports actuels et l'axe de la reconversion des ports qui se situent au niveau des villes. Donc, dans le cadre de cet axe-là, au niveau de notre stratégie qu'on a vu 20 ans avant, c'est la nécessité de voir une reconversion urbaine, puisqu'aujourd'hui, les problèmes que connaissent un peu tous les ports du monde, qui sont plutôt les ports de fret, c'est la problématique de la congestion au niveau des villes. Donc on a vu ça au niveau des ports japonais, on voit ça au niveau des ports également en Europe, les ports marocains également. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est comment on va reconnecter la ville et les ports. Et on aura des exemples très très concrets ici à Tanger aussi et à Casablanca, un peu les efforts qui ont été réalisés par le gouvernement, par les autorités portuaires et également par le secteur privé pour connecter les ports qui se retrouvent en ville avec la ville, et donc c'est d'être sur un espace en fait naturellement de contact et de passage, et également aussi de garder en tête cette nécessité de repositionner la région dans son cadre mondial pour ouvrir des services portuaires. Et quand on dit des services portuaires aux standards internationaux, vis-à-vis au gigantisme aujourd'hui que l'industrie à l'échelle internationale connaît, dit des ports profonds, des ports smart et des ports green qui sont dans la mesure de pouvoir être compétitifs à l'échelle internationale, puisque le marché, aujourd'hui, selon l'Organisation maritime internationale, c'est un marché ouvert, et ça dépend aussi de votre compétitivité et votre capacité d'attirer le trafic tout au large de vos côtes. Merci beaucoup. C'est une contribution assez riche qui illustre comment le port de Dakhla va répondre aux enjeux dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tantôt de la connexion avec Dakhla, la région. Et là, j'aimerais savoir peut-être de M. M. Khattat, donc président de la région de Dakhla, comment tout ceci s'intègre dans la perspective régionale de développement de la région de Dakhla et quels sont, comment dirais-je, quels espoirs vous associez avec un port qui a une telle envergure pour la résolution des problèmes socio-économiques, ainsi de suite. S'il vous plaît. Merci pour la question. D'abord, je vous remercie pour nous avoir invités ici. C'est vrai qu'un port en général est une locomotive de développement. Le port de Dakhla, comme l'a bien précisé Madame la directrice, c'est le produit d'une vision stratégique de Sa Majesté le Roi, de faire des régions du Sud un véritable pôle de développement au niveau régional, mais aussi d'avoir de les intégrer ou de les inscrire dans une dynamique de solidarité, de coopération et d'intégration interrégionale. Un port crée un écosystème économique autour de... Chaque port crée un écosystème économique. Donc, cet écosystème aura indéniablement un effet positif et créera une dynamique économique de développement au niveau régional. Le port de Dakhla a une particularité. D'abord, il rentre dans cette stratégie de l'économie des ports en créant un corridor maritime économique qui va ouvrir d'énormes opportunités d'investissement, d'énormes opportunités économiques et qui va bien sûr créer énormément d'emplois au niveau de la région, qui va attirer beaucoup d'investisseurs qui eux aussi vont participer à cette dynamique économique qui va transformer sérieusement le tissu économique de la région et donc qui va avoir des effets très positifs au niveau social. Je pense que le port de Dakhla jouera aussi un rôle très important en désenclavant les pays du Sahel et en créant cette intégration régionale des économies de la région. Et c'est une vision stratégique de Sa Majesté le Roi qui, comme je l'ai dit, a plusieurs dimensions. D'abord une dimension de solidarité, une dimension de coopération win-win et une dimension aussi humaine.
Il est vrai qu'un port aussi ne peut être à lui seul. C'est-à-dire que le physique du port n'est pas le plus essentiel. Il faudrait aujourd'hui intégrer l'intelligence artificielle, le numérique, et avoir une gestion efficiente pour en tirer le maximum de bénéfices. Donc, finalement, le port de Dakhla jouera tout ce rôle-là. Il va désenclaver la région, désenclaver toute la sous-région, ou en tout cas, les portes sont ouvertes pour cette coopération win-win, et il va créer d'énormes opportunités d'investissement au niveau de la région. Merci. Merci beaucoup. Aussi, very insightful perspective of how the region of Dakhla is going to benefit that investment on the port, and in order to resolve the socio-economic challenges that are looming, given the population dynamics we have just mentioned. Je voudrais peut-être mettre un petit accent encore à vous deux, sur vous deux, pour savoir la dimension intelligence artificielle. Elle fait appel à la nécessité de renforcer, comment dirais-je, la littératie numérique au niveau des jeunes, de la jeunesse, la population. Comment est-ce que vous voulez adresser cet aspect? Alors en fait, dans un premier temps, justement, l'intégration des nouvelles technologies en général, l'intelligence artificielle, ou tous les outils en fait qui vont avoir un résultat efficace et rapide. Déjà, par rapport à mon segment d'activité, dans le cadre de la construction du port, on intègre déjà l'intelligence artificielle, parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est un outil, bien évidemment, qu'on doit le maîtriser. Il faudra aussi qu'on puisse avoir les principes de l'éthique de l'utilisation de cet outil-là. Et donc, dans le cadre de la construction, on intègre déjà ces outils, donc, avec des coopérations avec des spécialistes de l'IA. Déjà, en termes de réalisation des ouvrages, on a mis en place des outils qui vont nous aider pour la supervision de la construction du port. Et donc, principalement, c'est un peu technique, mais en tout cas, je vais partager avec vous ce projet sur lequel nous travaillons. En fait, deux projets. Le projet sur le BIM et le Digital Twin, c'est la mise en place d'une plateforme collaborative de construction, de suivi pour les équipes techniques qui suivent la construction du projet. Et donc, c'est déjà des outils qui sont déployés au sein du chantier actuellement, et sur lesquels vraiment, en termes de performance et en termes aussi de résultats rapides et efficaces, on arrive à avoir ce résultat pour compléter. Le principe, et c'est un avis très personnel là-dessus, c'est que l'IA puisse compléter l'intelligence humaine et non pas la remplacer. Un deuxième sujet aussi sur lequel on travaille actuellement, c'est sur la qualité du coffrage et décoffrage des blocs de quai, puisque vous savez très bien que c'est un projet en construction, donc c'est principalement de l'ingénierie maritime, de l'ingénierie civile qui est déployée comme spécialité au niveau du chantier. Et donc l'utilisation de l'IA pour le suivi de la qualité du béton et également sur le traitement des images et le traitement des images à haute résolution, c'est des éléments sur lesquels on travaille. Et puis un troisième projet sur lequel on est en train de déployer, c'est la sécurité et l'hygiène, en fait, l'HSE. L'HSE, c'est un domaine sur lequel l'IA peut donner énormément de résultats, que ce soit en phase de chantier ou ce soit également en phase de construction, en phase d'exploitation, parce que tout simplement, ça permettra aussi de rassembler beaucoup de data et d'avoir des résultats dans le sens collaboratif et également sur la capacité de traiter les images et d'envoyer des alertes. Donc, c'est des outils aujourd'hui sur les opérations qui trouvent beaucoup de sens et sur lesquels on a déjà démarré le déploiement de ces outils-là, et certainement au niveau futur, parce que le futur du port de Dakhla Atlantique, il faut dire que le port Dakhla Atlantique, c'est un projet futuriste. C'est un projet qu'on réalise sur une vision à court, moyen et à long terme. Donc par rapport à cela, nous ne pouvons pas perdre l'ambition de se connecter par rapport à l'avenir qui, aujourd'hui, avec l'IA, il va venir très très rapidement. Et donc dans ce cas-là, que ce soit sur l'exploitation, sur la gestion des portiques, et c'est des outils qui existent dans le marché international. Donc au moment de la mise en place
des opérations et de l'exploitation du port, l'IA sera un élément intégral au niveau des outils qui vont être déployés dans le cadre pour l'exploitation du port. Thank you very much. I think this is also a very interesting perspective, but maybe this gives me the opportunity to turn on to His Excellency the Governor, Mr. Abdurrahman Abdulrazak. Yesterday, you had the opportunity to be elected the president of the Forum of Regions of Africa. We've just been talking about the regional perspective of a port city. Now, Your Excellency, when we talk about a Forum of Regions, we're talking about many regions in Africa, amongst which, coastal regions. So how do you see coastal regions networking amongst, how do you see the networking between coastal cities in terms of addressing the challenge of competitivity or competitiveness of African ports, international competitiveness of African ports through the networking of port regions? Thank you, Francois. Now, 80% of maritime trade move through global port cities. Now, the ecosystem of global ports goes beyond the actual seaports. When I say contemporary business models for ports now, is that ports tend to have extensions. What I mean by extension is dry ports, inland ports. Now, when you look at the perspective of FORAF, most of our member communities are not on the seaport. So it's important that we develop technology, business, and ecosystem that involves job creation and extension of those ports into the hinterlands. For example, in South Africa, the two major ports are Durban and Cape Town. But you have inland ports in Johannesburg and KwaZulu-Natal. In Nigeria as well, you have inland ports in Kaduna, Sokoto, Kano, which is an extension basically of the Lagos port. And in Cote d'Ivoire, the government is there's a plan to build inland ports in Bouaké as well. So when you have these sort of inland ports, they strengthen the ecosystems of the seaports. And seaports tend to create the ecosystem, an economy of their own, which is sustainable for them. Major businesses, stevedoring, custom and excise, immigration, healthcare. So a port is basically a city on its own. Now, the innovation in ports now is that you're now having factories in ports. In Nigeria, you have sugar factories in ports, sugar processing factories, flour mills, and all sorts of industries in ports itself. So basically, the new direction of ports is to expand inwards into the hinterlands by creating synergies with different cities. They're able to do that. In Morocco itself, Logintech has an inland port which works closely with the port of Casablanca as well. So by and large, it's important to develop inland ports, which some people call dry ports, to enhance and take the load off the main ports at the sea basis. Thank you. Thank you very much. I think we can give His Excellency a big hand as well. This is a very interesting perspective. Alors, Monsieur le Gouverneur a mentionné quelque chose de très important que nous voyons de plus en plus sur le continent africain. Il est bien vrai, nous avons parlé
des villes portuaires ou bien des villes qui accueillent les ports. Nous avons pensé à la dimension côtière, mais nous n'avons pas pensé beaucoup à la dimension les ports secs qui essayent d'apporter la dimension régionale, c'est-à-dire une structuration de l'économie, du tissu économique qui donne la possibilité au hinterland aussi de bénéficier des investissements dans la même logique que les villes portuaires. Ça, c'est une dimension extrêmement importante lorsque nous parlons du développement territorial. Thank you for shedding light on that very important perspective of port cities, that we should not just look at the coastal cities, but we're also looking at dry ports in the hinterland. Because when you look at the configuration of our continent, all countries or all cities do not have ports. And therefore, this notion of dry ports to be able to link coastal cities with the hinterland through the ports network is a very important perspective, and the technologies that go along. Now, I want to turn again also towards Mr. Amir, directeur donc, de Tangemed. Comment est-ce que Tangemed s'intègre dans ces différentes perspectives dont nous avons parlé? Et quelle est votre vision? Quelle est votre vision par rapport à tout cela? Merci François, je suis très ravi aussi d'être ici parmi vous dans ce congrès. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants qui viennent des autres pays. Donc avant tout, je voudrais souligner que ce n'est pas notre vision, c'est celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui, dès 2003, a posé les objectifs d'un écosystème portuaire et industriel et logistique. Donc on a souvent tendance à définir Tangemed comme un port, mais ce n'est pas un port, c'est un écosystème intégré dans lequel le port est au service d'un écosystème industriel, des zones industrielles et logistiques. Et aussi, ce n'est pas dans notre vision, la vision de Sa Majesté, un endroit où on va créer de la richesse, mais plutôt un endroit où va circuler la richesse en import, en export ou en transit. Donc en moins de 2 décennies, les résultats sont là. Tangemed a changé, ce projet a changé à la fois le panorama de la région, de la ville de Tanger, mais aussi du Maroc et à la fois du continent. Au niveau de la ville, le projet Tangemed a permis à la ville de Tanger de se réconcilier avec son port. Initialement, on dit que les villes sont congestionnées par le port, mais réellement c'est le contraire. Les navires historiquement cherchaient des zones abritées pour y accoster, autour desquelles se construisaient des ports, et autour de ces ports s'installaient des écosystèmes de commerce, puis les villes. Et c'est les villes qui, en généralement, congestionnent les ports et non pas le contraire. Donc, ce projet Tangemed, comme je l'ai dit, a permis déjà, en le situant au niveau du détroit de Gibraltar, à 45 km de la ville de Tanger, de réconcilier cette ville avec son port historique qui est devenu aujourd'hui un port de plaisance, et ce qui a permis aujourd'hui de réaménager cette côte ou cette corniche au niveau de la ville de Tanger. Au niveau de la ville de Tanger aussi, ce projet a impacté la ville. Si on revient en 2007, la ville de Tanger comptait environ 200 à 300 000 habitants. Aujourd'hui, elle en compte à peu près 1,2 million. C'est-à-dire que cet écosystème a ramené plus d'habitants. Du point de vue création d'emplois, aujourd'hui, il y a plus de 1500 sociétés et entreprises qui sont installées dans l'écosystème industriel de Tangemed et qui ont drainé à peu près 145 000 emplois. Du point de vue national, la connectivité du Maroc a bondi, donc en passant du rang 68e selon la CNUSED au rang 15 ou 16 en termes de connectivité. C'est ce qui va drainer plus d'investisseurs puisque le Maroc va commencer à apparaître dans la cartographie internationale comme un pays qui est très bien connecté, donc les industriels vont décider de venir s'y installer. Cette réussite n'est pas confinée, je dirais, au Maroc. L'Afrique en a profité aussi, puisque le port Tangemed est connecté à plus de 180 ports sur 70 pays. À peu près 25% de son trafic de conteneurs
est orienté vers l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes connectés à peu près 42 ports au niveau de l'Afrique, donc c'est ce qui a créé une connectivité qui permet de connecter les ports africains à un hub. Donc tous les ports ne doivent pas être des hubs, je dirais, mais tous les ports doivent être connectés à un hub. Donc lorsque vous parlez de hub, ça veut dire que également les ports qui sont à l'intérieur du pays des ports. Alors, à l'intérieur, il y a deux façons de voir la chose, donc, qui sont complémentaires à mon avis. Donc, le port, comme je l'ai dit, doit faire circuler de la marchandise. Elle ne doit pas être stockée dans un port. Peut-être que les formalités douanières et de contrôle peuvent être faites, mais rapidement au niveau du port, mais la marchandise ne doit pas stocker. Je préfère parler de fluidité et non pas de congestion au niveau des ports. Et donc, l'idée de son Excellence tout à l'heure de créer des ports secs est la solution pour créer cette richesse en dehors du port, mais de connecter le port ou d'autres villes à des ports pour faire transiter cette richesse. Adossé au port, il faut créer aussi des zones industrielles, aussi logistiques, qui vont permettre, comme aujourd'hui, on l'a vu en moins de décennies, on est parti de zéro, il n'y avait pas d'industrie automobile au niveau du Maroc, mais avec l'installation de Renault, puisque le port existait, a permis aussi de ramener tout l'écosystème automobile de Renault au niveau de la Tanger Automotive City, une zone industrielle adossée au port, avec tous les équipementiers de Renault, donc avec création de nouveaux emplois, création de nouveaux métiers, donc qu'on ne connaissait pas, donc un savoir-faire nouveau qui a été transmis grâce à cet écosystème. Donc, comme je l'ai dit, port sec plus zone industrielle et logistique. Je dirais aussi que, pour résumer, qu'il ne s'agit pas aussi que d'infrastructures ou d'investissements. À travers sa filiale Tangemed Engineering ou une autre filiale Marsa Maroc, Tangemed s'est exporté en Afrique à plus de 40 ports sur 20 pays avec une transmission de savoir. Et donc, il n'y a pas que l'investissement ou je dirais l'infrastructure qui est importante, mais aussi ce partage d'informations et d'avoir aussi une vision commune du développement. Et c'est ça le plus important à mon avis. Merci beaucoup. Je crois que c'est une perspective très, très intéressante également qui s'ajoute aux réflexions que nous avons esquissées ici. Now, I would like to ask Mr. Alessandro Garcia. You are a professor, you are an expert in artificial intelligence. How does all of this resonate with you? I asked a question earlier on to say, how are we going to commodify knowledge and skills around artificial intelligence to make sure that the population is able to connect to the opportunities that are being offered by port cities. So artificial intelligence, we keep hearing that it is a great opportunity. How do you as an expert envisage making inroads into society with that expertise? So we're going to have a presentation, I guess. And ladies and gentlemen, the reason why I'm standing, I'm supposed to be sitting with my panelists, but I want to see all of them. I want to have a visual contact with all of them. Hence, I am standing. But also, apparently, research has shown that the longer you stand up, the more it prolongs your life expectancy. Hola. Okay. Please go ahead. Disculpad, mi inglés es bastante malo, voy a hablar en castellano, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer en el territorio, ¿vale? Para buscar un multira... Do you want to come here, please? You want to join me here? Alejandro? Un momento. Vale, lo que necesitamos principalmente es para sacar un territorio multilateral, ¿vale? Sobre todo es buscar siempre una competitividad y sobre todo una colaboración, ¿vale?
Principalmente lo que tenemos que hacer es compartir el conocimiento, compartir las soluciones, compartir sobre todo los logros y compartir la legislación. Es lo más importante sobre todo para ir avanzando sobre todo en tecnología. Ahora vais a entender por qué estoy diciendo esta parte. En el presente, ¿vale? Los puertos, ¿vale? Yo soy experto en ciberseguridad y en inteligencia artificial y sobre todo en entornos críticos, es donde más estamos trabajando. Los puertos son un entorno crítico que cada día va creciendo más y es un sitio en el cual, por así decirlo, es más importante tener en cuenta las buenas prácticas de integración de inteligencia artificial y de ciberseguridad que en otras infraestructuras. Entonces, en el presente, ¿vale? Al compartir, por así decirlo, entre diferentes puertos, ¿vale? En el sistema multilateral, para que entre todos podamos colaborar y tener conocimiento, una de las cosas bastante importantes en la que se puede integrar, lo que se integra para poder entre todos tener esa visión, serían los gemelos digitales. Los gemelos digitales no es una tecnología de inteligencia artificial, es una tecnología, porque al final la integración se integra todas las tecnologías, pero los gemelos digitales lo que nos van a permitir es analizar aspectos importantes de la realidad en un entorno virtual para poder luego en un futuro tener una previsión de lo que puede pasar. Esa previsión también nos puede dar una observación, poder observar en los siguientes puertos qué ha ocurrido y cómo va a ocurrir para los siguientes puntos, digamos, de cadena, ¿vale? De suministro. Una de las cosas que se pueden implantar también en la globalización del presente de los puertos, ¿vale? Es el procesamiento de la información. Toda esa información luego se procesa para poder tener información más optimizada en diferentes lugares. Y sobre todo esa forma de optimizar los recursos y sobre todo la energía y sobre todo pues el costo para tener huellas más verdes, que si un puerto lo ha conseguido implantar y ha tenido un éxito, pues que lo pueda seguir compartiendo con el resto de puertos que están en la misma cadena de suministro. ¿Vale? Entonces, por eso siempre veo que la colaboración es una de las principales premisas que habría que tener, ¿vale? Inteligencia, sobre todo en la parte hablando de ciberseguridad, sobre todo hay que colaborar y tener muy en cuenta la parte de los riesgos, ¿vale? Los riesgos de ciberseguridad sería lo más importante en este caso. La seguridad física, porque en la seguridad física también se implantan tecnologías como una cámara, y esa cámara puede tener un sistema de visión artificial para poder localizar activos, localizar diferentes puntos, ¿vale? Y sobre todo, una de las cosas que estuvimos implantando sobre inteligencia artificial son los algoritmos. Si vamos a compartir datos entre diferentes gobiernos, siempre hay que recomendar que la soberanía de cada gobierno es propia, por lo tanto, esa información es propia. Los datos que se entregan, esos algoritmos que deben ser entrenados de inteligencia artificial, deberían ser anonimizados solamente. O sea, cada gobierno o cada puerto entrena su propio modelo, pero luego comparte, digamos, los resultados para poder seguir trabajando, ¿vale? En esto es lo que llamamos, por así decirlo, el modelo de gobernanza de 4P, público, privado, plural y portuario, ¿vale? Esto es sobre todo, lo he dejado un poco para que lo veáis, es sobre todo aplicar éticas en cualquier desarrollo, es la parte que es importante. Siempre que se hace un desarrollo tecnológico hay que aplicar ética sobre todo para la sostenibilidad y la creación. Y una de las cosas que quería comentar, nosotros hemos trabajado en un proyecto bastante interesante que es la inteligencia artificial trazable. Muchos de vosotros conocéis la inteligencia artificial actual. La inteligencia artificial actual son LLMs, los LLMs son cajas negras. Las cajas negras no saben, no te dan una respuesta de por qué han tomado una decisión, cosa que no deberían ser usados en entornos críticos que pueden dar un problema de pérdidas de millones, ¿vale? Entonces, porque no son explicables, no te dicen el por qué han tomado esa decisión y por qué te han dado esas respuestas, no son escalables, no se pueden adaptar para otros puertos, coger esos modelos y poder entregar, ¿vale? No son seguras y sobre todo no son
no son soberanas, ¿vale? Entonces, lo que se busca siempre es que una inteligencia artificial sea trazable. Ya empiezan a existir más algoritmos, nosotros hemos aplicado nuestro propio algoritmo, ¿vale? Para poder auditar completamente esas inteligencias artificiales y poder saber exactamente el por qué ha tomado esa decisión, ¿vale? Porque eso es un problema muy grande, de quién es la responsabilidad en el momento que una inteligencia artificial ha tomado esa respuesta, de la propia inteligencia artificial o de las propias personas que la han ejecutado o lo han creado, ¿vale? Sobre todo el tema de ciberseguridad, que es lo que más estamos trabajando, es esta la parte más importante, los entornos críticos, ¿vale? La ciberseguridad es súper importante. Hoy en día siempre digo, hoy te vigilo, mañana te controlo. ¿Por qué digo mañana te controlo? Porque los ciberatacantes ahora mismo controlan, o sea, vigilan, por así decirlo, todas las cadenas de suministro. Pueden ver exactamente toda la visión, pero en un futuro no muy lejano, sino que ya es un presente, pueden controlar brazos robóticos, pueden controlar un robot humanoide, pueden controlar prácticamente toda esa parte. Entonces, en un puerto que hay millones en juego sobre una grúa robótica o sobre unas mercancías, es importante que en la cadena de suministro esté bien aplicada la ciberseguridad, ¿vale? Sobre todo aplicando accesos estrictos, segmentarse totalmente las redes, que sean completamente las redes independientes sobre las otras, tener una activa monitorización completa de todo lo que está pasando, ¿vale? Y sobre todo la monitorización de la inteligencia artificial, qué está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo está decidiendo y cómo va a incidir, ¿vale? Y sobre todo tener un plan de incidencias, ¿vale? Lo que más recomiendo siempre es que los actores, esos desarrolladores o esos integradores de la tecnología tengan puestos, por así decirlo, esos sellos de calidad o estén al 100% dentro de esto. Y una de las cosas que se pueden hacer para poder colaborar entre diferentes puertos, ¿vale? Pues es el conocimiento que puede tener un Blue Team, un Red Team. Si no conocéis cómo funciona, el Red Team, digamos, que es el que ataca las infraestructuras para saber dónde están las vulnerabilidades, y el Blue Team es el que genera, por así decirlo, éticamente esa parte de implementar esa seguridad, ¿vale? Eso es un equipo que se va. Y bueno, sobre todo en los desarrollos ciberrobóticos, esto lo he puesto, pero no ahora mismo nada. Así que lo que recomiendo siempre, lo que voy a recomendar siempre en todo lo que es implantación de inteligencia artificial es saber para qué se está implementando, poder gobernar exactamente esa inteligencia artificial, lo que está orquestando y además también poder auditar qué está haciendo. Merci beaucoup. Gracias. Voyez, les professeurs ont toujours beaucoup de choses à partager. Et nous avons eu la richesse de cette présentation ici. Merci beaucoup. Je voudrais, notre panel va s'enrichir un tout petit peu. Et pour cela, je voudrais appeler M. Pouben Akia, who is the General Manager of Programs in the City of Durban. I think he is amongst us. Please join us. A big clap, please. So we have a growing family of port cities. Please have a seat here, right here. Now, right away, I would like to ask you, how does all of this resonate with you? Before I move on to Mr. Jean-Charles Ladic, I would like to check with you what you have heard, just in a few words. How does it resonate with you as a host of a major port, which is the port of Durban, as the governor has been saying earlier on? Thank you, Chairperson, and greetings to this team panel. I think what is important is, and thank you for the honorable mention for the city of Durban. I think what we need to understand is when we're talking about port and port cities, is that there's an intrinsic linkage between the two institutions. And for every 100,000 containers that you bring into your port, you need at least a minimum of 6 hectares of land behind the port to support that port development itself. So how does the city actually plan with the port to ensure that
this linkage and this advantage is actually extended into the regions itself. And that's extremely, extremely important. So it's not only what happens in the port. It's about the relationship between the port and the city and how they can actually manage that growth effectively. And therein lies the benefit of AI, because through modeling, through exercises, etc., we're able to actually find possibilities of that interlinkages itself. The other area that I'd just like to allude to is the optimization of the movement of goods itself. And one of the panelists had already actually spoken about that, the fluidity, etc. AI allows us to provide that platform to see how best to manage effectively, one, the movement, but also that limited space that we have behind the port. Because we can't actually afford stacking containers, stacking goods, etc. We need to move that out of the port as quick as possible. So whether it's going to the dry port, whether it's going to other regions, etc., it's actually a very, very important point. And that's where we are actually challenged at the moment, is in trying to find the solutions. And AI is providing that base for us as well. And, you know, the last point, I normally talk in 3 points or 5 points, but I'll limit it to 3 at this stage, is AI offers us the ability to unify data and data structures across different institutions. And the reason I say that, from a South African experience, is that the port is not actually owned by the city. It's actually an independent agency as well. So therefore, you're dealing with 2 different organizations. So examples for other cities, other institutions here as well, is that we need to ensure that we unify the data. So the data coming in via airports, how are we managing via the city, whether we're going onto rail, whether we're going onto road, how do we manage our stocking areas, etc. AI has the ability to actually assist us in addressing some of those issues itself. Let me just stop there, and it actually resonates with all that has been said so far. Thank you. Thank you. Thank you very much. A big hand to you. I think, how does coastal city or port city plan ahead, knowing the challenge that are linked to the ports? Now, ladies and gentlemen, I would like to come to another perspective. And Mr. Jean-Charles Lardic is an international expert. Donc, vous êtes un expert international auprès des organismes de normalisation en faveur d'un développement durable et en même temps ex-directeur de la prospective de la ville de Marseille. What we have heard earlier is, a sort of African perspective in terms of connectivity with the market in a broader sense, relationship between the institutions, ports, and the host city, the issues of employment, the issues around planning, a whole range of issues around regional scope of development, inland ports, ports close to the sea. Now, we know that there is, in the European market, for instance, what we call the carbon border adjustment mechanism, which is a mechanism which is there to make sure that whatever comes into that market complies with the notion of low carbon and so on and so forth. And in some instance, for some products that are coming from elsewhere, it becomes, we have seen ships that have been sent back because they did not comply. We have seen those that have arrived and had to pay extra high cost because the product that they carried did not adhere to the standards that are prevailing now in those markets. So the question is, from the specific perspective of the carbon border adjustment mechanism that have been put in place, how do you see the African port cities and whatever is trying to structure the relationship with international market beyond Africa, structuring a dialogue around the criteria that are being put across to African partners? How do you see the dialogue unfolding, also within the whole framework of, post-2030 agenda and so on? So
this is a specific question, I know, but I'm sure you'll be able to say a few words on this. Thank you. Merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler d'un outil qui est destiné à permettre de structurer le dialogue entre les ports. Je vais vous parler de normalisation et de référentiel de développement durable, car j'ai une information qui, je crois, tombe à pic, si je puis me permettre cette expression familière, avec tous les sujets évoqués ce matin. Personnellement, après avoir travaillé une trentaine d'années sur les politiques territoriales de développement durable, j'ai été sollicité par l'AFNOR il y a 2 ans pour représenter la France au sein du comité de rédaction d'une future norme sur les villes portuaires durables, initiée et pilotée par la Chine. Donc notre comité est en train de finaliser ce guide stratégique qui faisait défaut pour les ports de commerce et les villes qui les accueillent, et qui va produire un document qui sera disponible en 2027. Je vais vous en dire quelques mots, notamment sur les aspects les plus innovants et avant-gardistes sur lesquels j'ai contribué à élargir le scope initial de la norme. Tout d'abord, cette norme constituera, au regard de toutes les problématiques évoquées ce matin, un véritable guide de performance globale des ports qui abordera tous les sujets de technologie, économique, d'emploi, d'environnement, de culture et plus largement de développement durable. Et elle prendra bien sûr en compte les perspectives énormes offertes par l'intelligence artificielle pour la gestion, la surveillance, la planification, la gouvernance des ports. Alors, comme une norme, elle sera d'application volontaire, mais elle va évidemment, comme les normes ISO, devenir en quelques années un standard reconnu, et elle pourra être utilisée individuellement par les ports qui se soucieront de leur exemplarité et qui voudront manifester leur responsabilité sociétale, tout en affichant une performance accrue en termes de coûts et en termes de délai. Mais ce qui est intéressant pour vous réunis aujourd'hui, qui cherchez à coopérer, c'est que cette norme constituera véritablement un référentiel qui permet aux ports d'Afrique Atlantique et à d'autres ports, mais en particulier à vous, d'avoir une typologie qui permette d'adopter des priorités communes et d'avoir des échanges de savoir et des échanges d'expériences beaucoup plus facilement structurés et qui peut déboucher sur des indicateurs communs. Alors, dans le temps très court qui m'est accordé, je ne rentrerai pas dans les détails techniques de cette norme qui couvre tous les aspects environnementaux, sociaux, culturels, économiques. Je ferai un zoom sur 3 points qui me paraissent essentiels. D'abord, cette norme prend en compte la ville-port comme un écosystème unique dont les intérêts se croisent, dont les intérêts doivent se renforcer mutuellement. Et cette norme donne des amorces d'analyse pour réaliser des plans stratégiques permettant à l'écosystème ville-port d'avoir un développement économique, social, culturel, cohérent et renforcé. Et donc, pour mettre fin à cette notion de port autonome qui vise uniquement l'accroissement des tonnages avec un minimum de respect environnemental, mais qui, vous en conviendrez tous, est maintenant, cette vision qui est maintenant derrière nous, alors que les ports veulent développer, vous voulez développer, nous voulons développer une responsabilité sociétale globale. Alors, le deuxième aspect, qui est le pendant de cette vision stratégique approfondie, c'est l'élaboration de systèmes de gouvernance partagée des ports pour lesquels la norme aussi donnera quelques pistes, notamment allant jusqu'à la participation citoyenne à certaines décisions qui peuvent, dans des trajectoires de développement durable, impacter les modes de vie et les modes de vie des gens. Enfin, troisième point, sans doute le plus original, c'est que cette norme invitera les ports à s'interroger sur leur raison d'être. Leur raison d'être qui, pour moi, est avant tout de créer de vraies richesses, c'est-à-dire de favoriser des échanges utiles à la société. Et c'est une vraie question, et la norme ambitionne d'inciter les ports à prendre une certaine légitimité pour se mobiliser, pour essayer d'avoir une connaissance fine
des marchandises qui transitent par les équipements portuaires. Connaissance fine, au moins récupérer toutes les informations auprès de leurs clients, de leurs prestataires, de leurs transitaires, pour essayer de savoir la nature des marchandises, au-delà des contrôles effectués par les douanes de manière ponctuelle et maintenant bientôt par des scanners, mais qui resteront encore des contrôles aléatoires, arriver à savoir exactement ce qui passe par les ports, la nature des marchandises, leur provenance, leur qualité environnementale, leur bilan carbone, leur qualité sanitaire, les conditions environnementales et sociales de leur production, de telle manière que les ports puissent communiquer dans leur région et auprès des États des informations précises, fiables, qui permettront aux États d'avoir des politiques et aux ports d'avoir des politiques d'échange beaucoup plus vertueuses que les démarches actuellement erratiques de taxation arbitraire qui bien souvent appauvrissent autant le pays d'origine que le pays de départ et qui souvent ne prennent pas en compte les filières économiques et leurs intérêts croisés d'un bout à l'autre de la planète. Donc c'est une démarche vertueuse qui sera proposée par cette norme et je pense que les ports de l'Afrique atlantique pourraient s'associer pour bénéficier de cette réflexion collective qui va dans l'intérêt général et en tout cas s'emparer de ce futur guide qui, à mon avis, mais je suis partial parce que j'ai participé à sa rédaction, qui, à mon avis, sera un outil précieux de communication entre tous les ports. Voilà, j'essaie de rester dans le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup d'avoir apporté cette perspective développementale, si je puis dire, qui requiert à ce que le port s'ouvre à la société davantage, parce que nous avons vu que c'est une entité qui est là, qui prend des attributs d'autonome, port autonome, ainsi de suite, mais en même temps, il a besoin de s'ouvrir pour montrer qu'il est un acquis pour les territoires dans lesquels il se trouve et pour les populations. So I propose we give Mr. Jean-Charles a big hand for bringing this developmental perspective. So, ladies and gentlemen, we have another 15 minutes to go because we're supposed to make this room available for the next session by 12. So we have another 15 minutes to go. And I would like to make another round. I know we have addressed the issues related to technologies, the issues related to the configuration between the port and the city, the relationships. We have addressed issues related to regional perspectives. And there is an important dimension that we still need to dig a little bit into. And I'm speaking as someone who has experienced the impact of the port. You know, as an international expert, I've been moving from one country to another. Every 3-4 years, I change. And I have a container. I have my stuff that needs to come by container. And there's the issue of cost. There's the issue of time to delivery. And you have said many things about artificial intelligence that is supposed to shorten, to bring the cost down, to bring the time to delivery down, and so on and so on. We talk about issues, central issues of competitiveness. And I would like to understand your perspective. I think it goes also in the same direction as Mr. Jean-Charles was saying, that the port is a territorial investment, is in a community, and it is also there to structure a relationship between society and that particular investment. So, as you know, society cares about the cost. Society cares about the time. So how do you experience in all that we have said now, we've talked about competitiveness and all these issues, still within the same trajectory of making the port, rendre le port, comment dirais-je, accessible à la société, sous forme des coûts minimisés, sous forme du temps de livraison des produits, ainsi de suite.
Je voudrais qu'on s'appesantisse un peu sur cet aspect donc, des coûts et de temps de livraison qui est extrêmement important pour la société, pour la dimension corporate social responsibility. Does anyone have something to say about it? I'm looking at my neighbor, and you care about planning. You know, you care about ports as in territorial investment. You care about structuring, making land available and all sort of things. But how does what Jean-Charles said earlier, how does it resonate with you in terms of striving to make the port accessible to society, looking at the issues of costs and time to delivery? Thank you. Thank you, Chairperson. The issue of cost is a very interesting one in that cost is associated with the number of movements of that container once it actually leaves the ship. So the more movements or the more handling that you have of the container, the more you incur cost. Now, that cost is transferred to the end user in all states. So from a costing perspective, from an economic perspective, from a financing perspective, your ideal would be as soon as that container is actually taken off the ship, it actually is put onto a rail or a truck, and it actually is transferred out to an endpoint, whether it's a dry port, whether it's a port of destination, a point of destination, etc. So you need to, one, is minimize handling, minimize stacking, and therefore ensure that it is actually out of the port as soon as possible. Now, therein lies your problem, is in most cities, is that to achieve port efficiencies and to maximize space, that container is taken off the ship, it's put onto a truck or container or any transport, and it's sent into a stacking area, which is outside of the port. So immediately you've got double handling of that container. That incurs a cost. Then from that stacking area, it's taken out to wherever it goes. That's an additional handling. So therein lies the additional cost itself. So the challenge is, and the benefit is to get the goods out of the port to the end destination as fast as possible with the minimum amount of handling. But that requires efficient transport systems. And now sometimes cities actually do not control those transport systems, whether it's road or whether it's rail. So it's a very fine line in terms of how cities, organizations, institutions actually plan effectively so that it is actually as seamless as possible, which actually improves efficiencies but reduces your cost. Therein lies the opportunity. But that opportunity requires integrated planning, strategic planning, so that we ensure that we enable the economy to grow within the current systems itself. Thank you. Now, I would like to turn on to the rest of the panel. Does this resonate with you in some way? I mean, the issue of cost, the issue of time to delivery. Je voudrais juste compléter l'approche. Dans les coûts, en plus de la manutention, plus il y a de manutention, plus les coûts sont importants. Il y a aussi le coût du fret maritime et le coût logistique. Et donc on va voir que pour le transport maritime, pour le fret, à la fois le gigantisme des navires avait à un certain moment dans l'histoire réduit le coût du transport, puis sont arrivées les crises comme Covid, puis le contexte géopolitique actuel avec l'augmentation des prix des fuels, avec les taxes carbone imposées aux transporteurs maritimes et qui sont impactés sur le coût du fret du conteneur, qui ont fait que ce fret maritime a flambé. Et bien évidemment, c'est le consommateur final qui va payer ce coût. Donc aujourd'hui, en plus de la manutention et de l'absence de port sec, donc sortie directe des conteneurs depuis les ports vers leur destination finale, ou en tous les cas réduire au maximum le nombre de manutentions de ce conteneur à l'intérieur du port,
on fait face à ce problème de fret maritime qui est en augmentation continue aujourd'hui. Lorsque on dévie des navires du canal de Suez pour passer par Cape Town, par exemple, alors ça rallonge peut-être de 15 jours leur transit time vers l'Europe, et ces 15 jours ont un coût. Lorsque l'Union européenne, par exemple, impose des taxes carbone à des ports africains comme Port Saïd ou Tangemed et les inclut dans cette taxe, ça augmente aussi les coûts vers le consommateur final. Donc ça, c'est une autre approche complémentaire de la manutention, c'est-à-dire à la fois logistique et aussi transport maritime. La question, merci beaucoup pour cette réponse, mais la question qui se pose aussi, c'est que bon, les coûts d'énergie, le carburant augmentent, il y a la taxe carbone qui arrive, il y a la nécessité de prendre des routes alternatives, ce qui augmente la durée, le temps et les coûts éventuellement. Lorsqu'on se trouve dans un État ou bien dans une ville, il y a des provisions qu'on fait, par exemple, que ce soit sous le régime fiscal, pour s'assurer que voilà, le consommateur final ne prend pas tous ces coûts-là. Est-ce que vous avez une provision dans la politique de gestion des ports? Est-ce que vous mettez en place une provision pour quand même alléger ce coût-là pour le consommateur final? En temps de crise, par exemple, est-ce qu'il y a une provision aussi à cette politique-là? Alors, je vais partager avec vous une petite expérience du port Tangemed. Tout à l'heure, on en parlait avec Firdaus par rapport à la théorie de Darwin. Donc, les espèces qui ont su survivre ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui ont su s'adapter à leur environnement. Et les ports, pour survivre, les industries pour survivre dans le futur doivent s'adapter à leur environnement. Aujourd'hui, un port ou un écosystème portuaire et industriel qui a derrière lui, par exemple, des usines, un écosystème automobile, doit s'adapter à cette réalité. On ne peut pas exporter un véhicule, un câble, une carte électronique qui a été fabriquée avec de l'énergie sale, je dirais, ou qui a un ratio carbone très important. Donc, cette énergie doit être déjà propre. Et on s'en réjouit aujourd'hui au niveau de l'écosystème portuaire Tangemed. Toute l'énergie de production et aussi utilisée au niveau du port est à 100% verte. Donc on utilise soit du solaire ou de l'éolien. Donc on a conclu des contrats avec plusieurs partenaires pour pouvoir déjà réduire cette empreinte carbone et exporter un produit avec un impact carbone très faible à l'étranger. C'est ce qui va permettre aux transporteurs ou au consommateur final de payer un produit avec une valeur inférieure que s'il était produit avec de l'énergie qui n'était pas propre. Okay. Merci beaucoup. Does anyone in the panel still want to share any wisdom before we get to the close? Some concluding statements, His Excellency, the Governor, and then next to you. The main costs and charges that affects shipping and port cities are normally the taxes charged by the municipality, port charges, but what really affects them is demurrage, ship demurrage and cargo demurrage. That's where the efficiency of the port comes in, being able to evacuate the goods on time. Now, port cities are an island of prosperity. In every country across the world, port cities have higher GDP than the national average. By creating dry ports, it does two things. It encourages efficiency by evacuation of goods from the main seaport, and also sort of reverses prosperity. In Africa, we see a lot of urban to rural to urban migration, and that's part of the attraction of port cities. It's like light to insects. The port city attracts people to itself. So the municipalities of port cities have a lot of work to do in managing population, managing growth, and keeping the system together. So invariably, there should be strong advocacy for dry ports
to move prosperity out of the main ports? Thank you. Thank you very much. Very insightful to kind of alleviate the migration pressures on port cities, to also advocate not only the expansion of dry ports, to have a territorial balance, a balanced distribution of the population influx across the country. That's a very interesting perspective for a planner, right? Okay, and then we have Jean-Charles, yes, and then Madame Nisrine. D'accord. Oui, pour revenir sur la question des coûts, c'est vrai qu'à court terme, les obligations qui vont porter sur tout des obligations de réduire l'empreinte carbone des ports et l'empreinte carbone des transports va évidemment avoir dans un premier temps un coût. Mais à long terme, si grâce à l'intelligence artificielle et à Darwin, les ports engagent des processus d'évolution et d'optimisation globale de leur performance, en même temps que développent des synergies entre tous les acteurs, on est certain que le système va fonctionner mieux et coûtera moins cher. Et que les bénéfices vont encore remonter au-delà de la chaîne de valeur, ils vont remonter au niveau des transporteurs qui vont gagner en délai, donc en coût, en immobilisation des navires, et peuvent même remonter au niveau, si on est optimiste, au niveau du suivi des marchandises, vont remonter aussi au niveau de l'empreinte carbone de tous les produits que nous consommons et qui, quand ils sont importés, comme je le répète, sont transportés à 90% par la voie maritime. Donc on peut espérer une chaîne vertueuse qui soit à la fin source d'économie et de bien-être et de qualité de vie pour tout le monde. Merci, merci beaucoup. Très, très instructif. Madame? Oui, ça marche. Je pense que ça marche. J'ai trouvé en fait le travail que Jean-Charles est en train de conduire avec l'équipe très important et très intéressant. Et cette ouverture aussi pour l'application de ce personnellement pas norme, parce que normaliser invite à la standardisation. Et aujourd'hui, le principe, ce n'est pas de standardiser les villes, ports, c'est de beaucoup plus donner des guides d'orientation générale en gardant cette spécificité de chaque ville, la spécificité de chaque port, que ce soit en Afrique avec la richesse des ports africains et les villes africaines, que ce soit également aujourd'hui Dakhla, Tanger, Kenitra, Rabat ou Casablanca, en tout cas les 5 axes de reconversion des ports-villes. Chaque ville, elle raconte son histoire. Donc venir normaliser in a way un peu la façon d'aménager, la façon de voir ce territoire va un petit peu donner un résultat qui se ressemble, et ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est de rester dans cette richesse et diversité. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point, vous avez parlé du système de gouvernance des ports par rapport à la question des ports autonomes, la question du RSE. Donc je voulais compléter, c'est que abstraction faite du système de gouvernance qu'on va mettre en place pour la gestion et l'exploitation d'un port. On a l'expérience au Maroc avec un certain nombre de ports où on a des systèmes de gouvernance qui s'adaptent par rapport au contexte de financement, et aussi le contexte futur de mise en exploitation va en quelque sorte dicter la lignée dans laquelle le projet va se lancer. Donc par rapport à cela, être un port autonome ou ne pas être un port autonome n'est pas la question, ça ne va pas nécessairement impacter le côté vertueux de votre démarche. Mais je trouve que c'est plutôt de trouver le bon système de gouvernance qui va s'adapter au contexte et au business plan du projet, parce que les business plans changent. Vous avez parlé des financements, exactement. La taxation aussi est un sujet, mais il reste aussi un sujet important parce qu'il faudra bien financer le coût vertueux, en fait. Pour pouvoir le financer, il faudra trouver des schémas sur lesquels on va être plus concret. Parce que le retour sur investissement sur la taxe carbone ou bien la taxation directe au sein d'un port, ou également aussi de connecter, d'avoir un coût par rapport au service rendu du port vers le citoyen, c'est des champs c'est un temps de retour d'investissement qui est différent. L'un, il est sur un court terme et l'autre, il est à moyen terme. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être sur des solutions innovantes, alternatives, qui vont permettre, quand même de rester sur un système qui va fonctionner, et 2, c'est d'être le plus compétitif possible, et bien évidemment 3,
et sur lequel je pense que c'est la clé, c'est d'avoir plus la possibilité d'être attractif en termes de financement privé, parce que je vois parfaitement que le partenariat public-privé sur ces aspects-là, il prime par rapport à des investissements publics, puisque les investissements publics, ils sont beaucoup plus sur l'infrastructure, sur la connexion, et puis le reste se fera dans le cadre de partenariats. Donc là, j'ai réagi à chaud parce que je suis très intéressée de voir le travail que vous faites et voir dans quelle mesure nous pouvons également voir de notre côté, dans le cadre de la stratégie portuaire nationale au ministère de l'équipement et de l'eau que nous menons, dans le cadre de l'axe 3. Donc je vous invite aussi à voir un peu ce que nous comptons faire, et cela par rapport à l'opérationnalisation de cet axe pour les ports qui restent, puisqu'on a déjà réalisé Rabat, Casa et Tanger. Donc il reste Dakhla et Kenitra. Et en fait, ce qui est intéressant à citer, c'est cette connexion entre un axe stratégique sur la réalisation d'une nouvelle grande infrastructure et en même temps, c'est de la reconversion du port existant pour le connecter le plus à la ville. Et je vous remercie. Alors, donc, il ne nous reste plus du temps du tout. Nous sommes à 11h50, mais je vois que M. Jean-Charles avait absolument à ajouter une dernière sagesse à notre échange. Une toute petite mise au point suite à votre intervention. Effectivement, on parle de normes, mais le terme est totalement obsolète. Mais je n'ai pas employé le terme anglais qui est encore pire, qui est standard. En fait, l'ISO produit maintenant des guides stratégiques, des guides opérationnels qui ouvrent à l'imagination, puisque moi-même, je suis à la tête d'une nouvelle norme qu'on écrit sur la ville créative. Donc vous voyez que ce serait un paradoxe que ce soit considéré comme une norme obligatoire, alors que c'est au contraire des conseils, des suggestions pour ouvrir l'imagination et innover. Vous avez bien fait de me faire préciser ce point. Merci beaucoup. Thank you very much, ladies and gentlemen. I think what we have succeeded is to generate a dialogue between the panelists and to clarify a whole range of issues. I will not attempt to summarize the wealth of knowledge that has been shared with us, but what I can assure you is that we're going to provide a documentation of this session, because this is a very important topic that we ought to follow, to see the benefit to our communities, to see the benefit in terms of the competitiveness of the African continent in this particular juncture of the world economy, also in terms of technology and the inroads we need to make into society for the youth to fight perspectives in terms of employment. And I'm sure we can elaborate on this topic in various perspectives for the whole day. To be considerate of the next panel, we just have to stop here. And I thank you very much for being so attentive, and see you at the next sessions. Thank you very much.